Donc, pour ceux qui étaient là mardi, nous avions parlé des banquets aristocratiques, je les avais définis, j'avais défini leur contexte et leurs usages et leur importance dans le monde grec. Et j'avais conclu que le banquet aristocratique s'est dégradé à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ et qui s'est petit à petit déplacé vers le lieu littéraire, comme un genre littéraire à part entière. C'est effectivement le cas, ça va devenir en fait un genre indépendant avec ses codes et ses us, etc. Et les deux meilleurs exemples sont le banquet de Xénophon, pardon, et le banquet de Platon. Et on va avoir différents usages du lieu du banquet dans la littérature, donc de Xénophon et Platon qui en font un lieu privilégié du questionnement de qu'est-ce que savoir, ce que nous allons traiter aujourd'hui, jusqu'à Athénée de Nocratis avec les deipnosophistes qui va s'en servir pour faire des compilations de références et de citations. Et c'est pour ça d'ailleurs, par exemple, je vais vous lire un petit extrait issu du livre 6 des hypnosophistes qui concerne l'âge d'or pour vous montrer l'utilisation du banquet comme un lieu de culture et de savoir. Donc attendez, je retrouve. Alors, voilà, l'âge d'or. Je vais vous raconter quelle vie je procurais, donc c'est Saturne, un des dieux fondamentaux chez les Grecs qui parle, aux hommes des premiers âges. D'abord, la paix régnait partout et était aussi commune que l'eau qu'on répand sur les mains. Alors la crainte et les maladies étaient inconnues, et la terre produisait d'elle-même ce qui était nécessaire aux besoins des mortels. Il ne coulait que du vin dans tous les torrents. Donc ça, c'est par exemple ce que le genre littéraire du banquet peut offrir en français, c'est pas très exceptionnel, mais en grec, c'est une petite pièce de poésie, un petit bijou poétique. Donc voilà, c'est très varié. C'est pour vous dire, en fait, que si j'ai pris cet exemple, que le genre littéraire du banquet est très varié. Donc, nous allons nous centrer sur le banquet littéraire de Platon parce que c'est plus intéressant. En fait, on va se demander à quoi il sert ce banquet littéraire? Pourquoi utiliser le lieu du banquet aristocratique que je vous ai décrit mardi pour en faire un lieu narratif et quelle utilisation on peut en faire? Donc, on va se baser sur le banquet de Platon, qui a été donc écrit par Platon, merci. Euh, je vais juste préciser quelque chose. Le banquet de Platon n'a jamais eu lieu. C'est-à-dire qu'il va narrer le récit d'un banquet entre plusieurs protagonistes qui se sont peut-être pas rencontrés, enfin certains si, et il est purement fictionnel. Il n'a aucune valeur historique. D'ailleurs, les scènes qui vont se dérouler durant le banquet, les événements narratifs, ne doivent pas être pris comme des comme des choses pardon, à valeur historique. Ça veut dire que dans ce banquet, il va se passer certaines choses. Ce ne sont pas des sources permettant de définir comment un banquet aristocratique, dans la réalité, se déroulait à cette époque. Tout ce qui est dans le banquet de Platon a un but littéraire, narratif et ensuite philosophique et initiatique, nous allons. Donc, en plus, Platon n'a jamais assisté à ce type de banquet, car il était trop jeune. Il est sur la fin du 5e siècle, et déjà à cette période, il n'y a plus réellement de banquet. Les derniers banquets s'arrêtent en moins 430 à peu près. Lui, il écrit bien après. Et il est très peu probable d'ailleurs qu'il ait assisté à aucun banquet de sa vie. Mais on va se poser cette question durant cette présentation. Comment Platon, par le banquet, explique deux notions, ce qu'est le savoir et par là la philosophie. Et pourquoi utilise-t-il le banquet aristocratique à ses fins? Afin de répondre à cette problématique, on va d'abord étudier le banquet de Platon comme le lieu de réunion des bons petits élèves qui sont tournés au ridicule et comment Platon tourne au ridicule ceux qui pensent savoir. Ensuite, on va voir que le banquet, c'est une imbrication de discours qui permet un lien entre une divinité qui est Eros et la recherche du savoir. Et enfin, on va voir comment ce banquet est le lieu privilégié du savoir, de son initiation et qu'il prépare à la philosophie. Donc, premièrement, pourquoi je vous dis que ce banquet, c'est le lieu des bons petits élèves? Il y a trois personnages qu'on va retrouver et qui vont faire l'éloge d'Eros. Eros, c'est le dieu de l'amour, une divinité de l'amour, pardon. Il y a donc trois personnages qui, tour à tour, vont s'adonner à l'éloge de ce dieu en prétendant qu'aucun poète n'a fait l'éloge de ce dieu, ce qui est totalement faux, hein.
la première poésie grecque qu'on a retrouvée, les premiers poèmes pardon, grecs qu'on retrouve, sont des fois des louanges à Eros ou à Aphrodite, hein. Donc ça part d'un faux présupposé, et en fait, les trois personnages qui sont faits dans Pausanias et Eryximach vont se dire, bah, nous devons réparer cette injustice. Et là, vous voyez, si vous étiez là mardi, la référence au fait qu'on prend un sujet qui ne pose pas questionnement, qui est peut-être faux, donc ici le fait que personne n'ait fait d'éloge à Eros, et on va essayer de broder dessus, d'élaborer un discours avec toutes les conclusions que j'en avais tirées la dernière fois. Et donc là, on a nos trois petits personnages qui en fait vont être par Platon tournés au ridicule. Ouais, le premier, c'est Phèdre. Phèdre, c'est l'élève d'Hippias. Ça, c'est réel, hein. Phèdre est vraiment l'élève d'Hippias. Hippias qui est un grand savant, un grand sophiste grec. Sophiste a le sens de savant ici, hein. Je tiens à préciser, je vais utiliser sophiste, c'est pour dire savant, c'est pas pour dire menteur, pharisien, je ne sais quoi, c'est du mensonge ça. Ça a été inventé par Hegel. Retenez dans votre tête, sophistes, ça veut dire ceux qui savent un savoir précis. Point. Donc, Phèdre, c'est l'élève du sophiste Hippias. Ce sophiste Hippias, il avait l'habitude d'étudier au travers de la poésie et d'utiliser beaucoup de poètes pour soutenir ses propos, etc. Et en fait, Phèdre, petit à petit, dans son discours, il va copier sans vergogne du Échille, Hésiode, Homère et plein d'autres poètes. Et quand Platon va rapporter son récit de Phèdre qui fait l'éloge de l'amour, il va faire en sorte de bien montrer qu'il récite mal. C'est-à-dire qu'il va faire exprès de faire des petites fautes. Il va copier entièrement des passages d'Hésiode ou d'Échille en les détournant légèrement, en changeant un petit mot pour montrer qu'il ne s'en souvient pas réellement. Ensuite, on a le deuxième personnage qui est Pausanias, qui est lui l'élève d'un autre sophiste, le premier grammairien de l'histoire grecque, qui est Prodicos de Chéos. Franchement, retenez pas son nom, hein, c'est juste pour vous montrer que Pausanias lui aussi copie et est un bon petit élève, un bon petit perroquet. La seule chose que vous devez retenir de Prodicos de Chéos, c'est que ce personnage, en fait, a écrit une œuvre qui s'appelle euh, Rai, pardon, Horia. Horai, pardon, mon grec sans père, qui veut dire les heures. Les heures qui veut dire en vrai les saisons. Les heures sont la déesse des saisons. Et en fait, dans ces saisons, ce Prodicos va faire tout pour définir chaque mot, chaque terme, il les définit, il redéfinit. Et donc Platon va faire un mauvais pastiche, donc une mauvaise imitation de cette œuvre de Prodicos dans la bouche de Pausanias. Il va faire exprès pour montrer que Pausanias ne fait que répéter son maître et ne fait que définir et redéfinir les mots en copiant cette œuvre sans vergogne, en plagiant. Et mal en plus. Et enfin, le troisième personnage qui fait ça, c'est Eryximach. Eryximach, c'est un médecin. Eryximach, je vais traduire son nom, ça va être très important pour la suite, ça veut dire celui qui soigne du rot et des remontées gastriques. En gros, c'est le Gaviscon. Et Eryximach, c'est l'élève d'Empédocle, un très très grand médecin. Ce Eryximach, il est vaniteux, arrogant. Lorsque il, comment dire, lorsque les autres parlent, il va toujours se montrer dans une fausse modestie pour montrer que certes ils ont raison, mais que lui a plus raison. En fait, Eryximach, ça va être la preuve que dans le banquet, il faut garder la concorde. Chacun de ces trois personnages, avec les autres qui sont Aristophane, et Socrate et Agathon, chacun des personnages va toujours, entre guillemets, flatter l'autre en disant oui, tu as raison, ce que tu as dit était très juste, mais je sais mieux que toi. Et Eryximach est le meilleur exemple. Il prétend avoir devant. C'est un médecin, mais il prétend connaître tout sur l'agronomie, sur la musique, puisqu'il utilise un exemple musical, sur la médecine, sur l'astrologie, et il prétend même avoir des dons de devin. Et il voit tout sous un aspect naturaliste. Il voit Eros sous un aspect naturaliste, il voit le monde sous un aspect presque biologique. Et il va faire que lui aussi répéter son répéto. Donc, sur ces trois personnages qui font les éloges, c'est les trois seuls qui font des éloges à Eros qui participent donc au jeu qui est instauré au banquet. Tous sont des parodies de leur vie. Dans ce concours d'éloges, tous essayent de garder la concorde dont je vous ai parlé mardi, mais tout le monde fait un peu le pan, montre qui sait mieux, etc. Le seul, les seuls, mais en tout cas le seul ici à retenir qui ne fait pas ça, c'est Socrate. Socrate, lui, il dit qu'il ne sait pas et qu'il a même peur de parler après les autres du fait qu'il se trouverait ridicule. C'est le passage 186. Et il se tait et il écoute les autres
et il ne prétend ne rien savoir. Donc on a trois personnes qui prétendent, qui sont tous de parfaits élèves, ceux qui détiennent le savoir. Les sophistes, comme je vous l'ai dit, c'est ceux qui détiennent le savoir. Et ces trois personnes sont tournées au ridicule par les jeux littéraires de Platon. Le seul qui n'est pas tourné au ridicule, hormis Socrate, c'est Aristophane. Aristophane, pour ceux qui ne savent pas, c'est un dramaturge de comédie. Il a écrit de nombreuses comédies très virtuoses, très plaisantes à lire, même enfant. Ce Aristophane, il va avoir en fait le hockey. Alors vous allez me dire quel rapport? Je vais vous expliquer. La scène, c'est celle-ci. Aristophane a le hockey et c'est à son tour de présenter un éloge à Eros. Sauf qu'il ne peut pas et c'est Eryximaque qui prend sa charge. Mais comme Eryximaque est médecin, il lui conseille un soin. Et il lui dit, tu peux te gargariser avec de l'eau. Ou alors tu peux t'exciter le fond de la gorge avec une plume. Et Aristophane va s'exciter le fond de la gorge avec une plume. De ce fait, son hockey va se transformer en éternuement. Si c'est très important, c'est parce qu'en fait, dans la tradition grecque, dans les mœurs grecques, un homme qui éternue, c'est un homme qui est habité par un dieu. Et un homme qui transforme donc son hockey en éternuement, c'est un homme qui est habité par un dieu. Donc Aristophane, dans cette scène, est habité par un dieu. Comment on le voit? En fait, quand Aristophane et Eryximaque vont échanger, dans la pièce, dans l'œuvre littéraire, c'est-à-dire dans la manière d'écrire, on va percevoir le hockey. Euh, Je je vais pas vous le lire en grec parce que ça serait trop compliqué de l'expliquer en grec, mais en gros, Éryximaque va parler comme s'il avait le hockey lui, et Aristophane va parler parfaitement dans une maîtrise excellente, comme s'il parlait en vers du plus grand poète français. Alors que c'est censé être Aristophane qui a le hockey. C'est pour se moquer d'Éryximaque que Platon fait ça, et pour montrer que Aristophane, lui, malgré les apparences, c'est lui qui est habité par un dieu, c'est lui qui a le discours vrai, parce qu'il y a un dieu dans sa vie. Alors qu'Eriximac, qui fait le médecin, etc., ne sait rien. Il ne sait rien qu'il bégaye quand il parle. D'ailleurs, je vous ai dit que Eriximac a conseillé à Aristophane de se gargariser avec de la bouche. Alors ça, c'est une très drôle anecdote. En fait, Eriximac se moque d'Aristophane. Celui qui prétend avoir le savoir se moque de celui qui est vraiment habité par le savoir. Pourquoi il se moque? On a recherché dans la littérature grecque, médicinale, dans tous les livres d'Hippocrate, si tous les soins euh, relatifs à se gargariser la bouche. Tous, 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 tous. Ça a été fait par mon professeur, il a mis 4 mois dessus. Et on a trouvé une centaine de recettes qui sont relatives à cette action. Aucune n'est faite avec de l'eau. C'est tous du vin ou du vinaigre. C'est des propriétés anti-inflammatoires du vin et du vinaigre, mélangées avec des racines de chou, ça permet de soigner la gorge, c'est un conseil que je vous donne. Aucune n'est avec de l'eau. Et Eric Zimac le sait très bien, Eric Zimac est un grand médecin, quoique malgré son arrogance. Donc, il se moque pertinemment d'Aristophane lorsqu'il lui propose de se gargariser avec de l'eau. Ce qui fait que ça place Eric Zimac encore plus dans une situation d'arrogance et dans une situation où celui qui prétend savoir se moque de celui qui sait vraiment. Donc, cette partie, c'est déjà une critique d'un savoir établi. C'est-à-dire que les trois personnes qui prétendent avoir un savoir sont ridiculisées. Ensuite, c'est une critique du vrai lieu du savoir. C'est-à-dire, Platon se propose ici de remettre en cause le fait que savoir, ça serait apprendre. Apprendre des formules, réciter. Parce que apprendre des formules et réciter ne permet pas forcément de faire des personnes vertueuses, des personnes qui sont humbles devant le savoir, des personnes qui recherchent le savoir et qui ont le potentiel de devenir des vrais savants, des gens qui s'approchent du savoir véritable. La seule personne qui fait ça, c'est la personne la plus humble du banquet, Aristophane et Socrate. C'est les personnes les plus humbles du banquet. C'est les personnes qui sont habitées par un dieu. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'apprendre des formules des plus grands mecs, Hippias, Prodicos de Chéos, Empédocle, qui sont des monuments du savoir antique. Ça ne sert à rien de les connaître si en nous, nous n'avons pas quelque chose de supérieur qui nous habite, ce Dieu qui habite Aristophane par l'éternuement. Donc, maintenant que je vous ai expliqué en quoi ce banquet est déjà une critique de ce qu'est le savoir comme il est communément admis et de ce que serait le véritable savoir, il faut comprendre que ce banquet littéraire, c'est une imbrication de discours qui permet de mettre en relation Eros et la recherche du savoir.
Je vais tout vous expliquer. Dans le banquet, si vous l'avez lu, sinon je vais vous réexpliquer. Il y a le récit de la naissance d'Eros. Donc Eros, comme je vous l'ai dit, c'est la divinité de l'amour. C'est assimilable à Cupidon chez les Latins, même si bon, il faut prendre ses précautions quand on fait ce genre de parallèle. Et Eros, et on raconte, pour faire l'éloge d'Eros, la naissance de celui-ci, c'est Diotime qui raconte cela à Socrate. Je vais vous expliquer ensuite qui est Diotime, qui est Socrate, ne vous inquiétez pas. Donc Eros serait né dans le cadre d'un banquet, et ça a son importance. En fait, il y avait un banquet entre les dieux, et il y a Pénia et Poros qui étaient conviés à ce banquet. Pénia, c'est une vieille aigrie, qui est le symbole de la pauvreté et de l'envie, et Poros, c'est un beau gosse, jeune homme un peu simplet, qui est le symbole de la satisfaction et de la richesse. Et Poros, il a bien bu, il a vraiment bu comme un trou. Du coup, il va se coucher dans l'herbe, dans le jardin, et Pénia se met à côté de lui, lui qui a envie, elle qui a envie de Poros, et se frotte contre lui. Et là, comme par magie, Eros naît. Ce mythe, premièrement, c'est une pure invention de Platon. Il n'y a aucune relation, aucune occurrence de ce mythe chez d'autres auteurs, que ce soit Hésiode, Homère, etc. Donc Platon utilise un mythe pour nous faire passer un message. Eros, dans la mythologie, et chez Platon, c'est un magicien et c'est un savant. C'est l'archétype du philosophe. En effet, il est de Poros, celui qui est satisfait, c'est-à-dire qu'il est en paix avec lui-même et qu'il est dans une sorte de, dans un savoir qui il s'approche d'un savoir établi. Et en même temps, il est aussi fils de Pénia. Pénia, c'est la pauvreté et c'est l'envie. C'est-à-dire qu'en fait, Eros, donc le philosophe, se place entre celui qui sait et celui qui ne sait pas. Et c'est pas juste un juste milieu. Eros, c'est celui qui va vers le savoir. Eros représente l'élan vers le savoir. Philosophia, aimer le savoir. Donc, Eros, amour, et Sophia, ce qu'il faut atteindre, le savoir. C'est donc, dans cet élan, c'est être traversé par des savoirs qui sont d'un ordre de plus en plus grand. On va le voir d'un ordre divin. Et donc, c'est par ce frottement dans le cadre du banquet, et c'est un banquet divin, que naît Eros. Donc, le frottement de la vieille aigrie sur le beau jeune homme un peu concon. Et en plus de ce récit, il va avoir en fait l'imitation de cela dans le banquet qui se déroule narrativement, que raconte Platon. En fait. Socrate, en fait, va se mettre devant Agathos, qui est Agathon, pardon, excusez-moi, j'ai fait une faute. Socrate donc va se mettre devant Agathon et va se frotter à lui en disant je me frotte à toi parce que je veux acquérir le savoir par capillarité. En fait, Socrate, lorsqu'il fait ça, il fait une imitation de ce qu'a fait Pénias sur Poros. Il le fait naître Eros. Il fait naître Eros par une envie de savoir, par cette envie de s'approcher d'un savoir qui est quasiment divin. Et Agathon, qui se pose comme tous les autres en détenteur d'un savoir, car Agathon est un écrivain de tragédie très réputé, donc il se prétend tragédien, euh, et l'objectif de Socrate est, en fait, Socrate est l'archétype du philosophe. En effet, donc, Eros, c'est une corde entre l'ignorant et le savant, comme je l'ai dit, et c'est Eros, l'élan, etc. Vous avez compris, j'espère. Donc, c'est une figure, une divinisation de ce qu'est le philosophe, et c'est sous ce dieu tutélaire que va se passer l'initiation philosophique. C'est l'amour du savoir qui est permise du coup grâce au banquet, parce que Eros naît dans un banquet divin, et dans le banquet de Platon, il y a un Eros qui naît entre Socrate et Agathon, puisque Socrate admire le savoir d'Agathon, alors que Agathon ne sait rien en vrai, et que c'est Socrate le vrai savoir. Eros ensuite, il est au centre du récit. Pourquoi il est dans son centre? En fait, premièrement, c'est parce qu'on lui fait tous un éloge. Mais personne ne sait réellement qui il est, mis à part Socrate, qui connaît sa vraie nature grâce à cette initiatrice qui est Diotime. C'est par cette légende d'Eros qui naît avec Peña, Poros et tout ce que je vais raconter qu'on sait qui est Eros réellement. Mais les autres ne savent pas. Du coup, Eros est au centre du récit. Et si vous avez lu Le Banquet, vous n'êtes pas sans savoir que le narrateur dans l'histoire du banquet, tout simplement, le narrateur dans le livre, ce n'est pas Platon et ce n'est aucun des personnages qui est présent dans le banquet. C'est un bonhomme qui s'appelle Apollodore. Apollodore dit, en fait, il est devant une assemblée de jeunes, pour faire très simple, de jeunes bobos, hein, de bobos gauchos qui prétendent détenir des savoirs. Et lui, c'est un pauvre. C'est un pauvre, mais c'est un philosophe, c'est un disciple de Socrate.
Et Apollodore veut leur montrer qu'ils sont cons, qu'ils sont pertinemment. Et donc il va leur raconter un banquet dans lequel un certain Aristodème a participé. Et ce Aristodème, en fait, était derrière, ne parlait pas et observait la scène. C'est les scènes qu'on raconte, donc avec ce fait, Pausanias, Éryximaque, Aristophane, etc. Tout le banquet que je vous raconte, c'est rapporté par Aristodème à Apollodore, qui le raconte à ces espèces de bobos gauchos. Et donc, pourquoi il faut savoir ça? En fait, Apollodore, Aristodème et Socrate sont tous les trois des philosophes, des vrais philosophes. Ils sont l'antithèse de Phèdre, Pausanias et Éryximaque, dont je vous expliquais qu'au début, ce sont juste des gens qui répètent des savoirs en pensant tout savoir. En fait, premièrement, tous les trois sont pauvres. C'est des pouilleux. Socrate ne se lave pas, Aristodème n'a pas de chaussures et Apollodore est un va-nu-pied. Donc, ils sont dans l'envie, dans le besoin. Ils sont peignats, c'est-à-dire le symbole de la pauvreté et de la recherche de savoir. Le savoir qui est assimilé à une richesse qu'ils obtiennent grâce à Eros, leur divinité tutélaire. Et Socrate, Aristodème et Apollodore sont tous les trois humbles devant le savoir et prétendent n'obtenir un savoir que d'une chose supérieure, une chose divine, sans l'obtenir de quelconque savant, sophiste, etc. Et en fait, Apollodore, Aristodème et Socrate sont tous les trois traversés par Eros. Et comme je vous l'ai dit, regardez bien le récit. Apollodore raconte quelque chose qu'a vu Aristodème. Et Aristodème a vu le banquet entre Socrate et les autres. Eros est passé de Socrate à Aristodème, à Apollodore, à nous lecteurs. Cette translation, elle est nécessaire parce qu'en fait, Apollodore, donc celui qui raconte, ne répète pas Aristodème. Il ne fait pas qu'un récit, oui, donc je vous raconte ce qu'a vu mon pote au banquet, alors il y avait lui qui faisait ça, etc. Non, non, non. Il va adapter son récit à son public de bobo gaucho. Et il va l'adapter en faisant singer, justement. C'est Apollodore qui singe Phèdre, Pausanias et Éryximaque en leur faisant des mauvais pastiches, en faisant en sorte qu'ils répètent mal les choses, etc. Et qui passent pour des vrais petits cons, en fait. Des vrais élèves perroquets qui connaissent leur leçon, mais qui n'ont aucune intelligence réelle. Donc, Apollodore, c'est un double de l'auteur. Il est auteur. Ce philosophe, Apollodore, est l'image de Platon qui est en train de composer. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ce qui confirme cette théorie, c'est que Platon était surnommé Apollodore. Apollodore, ça vient de Apollon et Doros, donc ça veut dire cadeau d'Apollon. Et en fait, Platon compose une œuvre philosophique qui questionne sur la philosophie, comme Apollodore compose son récit devant ses bobos cochons pour questionner qu'est-ce que le vrai savoir, comme Aristodème observe Socrate, questionné par la légende d'Eros, ce qu'est le vrai savoir. Donc Apollodore, lui, ne fait pas le vrai perroquet, puisqu'il invente un récit grâce à son intelligence et son talent. Il a une vraie attitude de philosophe. Il a une vraie attitude devant le savoir, c'est-à-dire le chercher, ne pas prétendre l'avoir et toujours tendre vers lui. Donc c'est une proposition d'une position de recherche de savoir que nous fait Platon. Et la justification du banquet, c'est que le banquet, dans la concorde qu'il permet, que je vous ai expliqué mardi, pardon, dans la concorde qu'il instaure, permet le développement d'un respect mutuel qui permet le développement d'une recherche du savoir. Mais nous allons un peu remettre en cause l'utilisation du banquet et nous allons démontrer pourquoi, premièrement, Socrate est le seul à banqueter dans ce récit, et ensuite pourquoi Socrate est en fait le passeur, l'initiateur de mystères beaucoup plus grands que lui. Donc, comme je vous l'ai dit, Socrate ne prétend rien savoir. Je fais référence au 186c, où il trouve ridicule de parler après les autres parce qu'il ne prétend ne rien savoir. Et il va faire le récit de sa rencontre avec une certaine Diotime, qui est une prêtresse. Premièrement, pour appuyer le fait que Socrate ne sait rien, qu'il tient comme héros de la pauvreté du savoir, Diotime va lui parler comme un enfant. Et quand on parle comme un enfant chez les Grecs, on lui raconte voilà, raconter un mythe, c'est en fait raconter quelque chose qui permet d'aller vers l'opinion droite. L'opinion droite, c'est pas la vérité. L'opinion droite, c'est pas un savoir. L'opinion droite, c'est un sentiment de savoir et un sentiment de vérité qui permet au personnage d'être dans les bonnes dispositions pour savoir. Donc en fait, Diotime met Socrate dans les bonnes dispositions pour recevoir le savoir. Et on raconte un mythe en fait quand on ne peut pas raisonner, quand on ne peut pas utiliser l'intellect. Et Diotime, comme Platon va le faire dans plein d'autres récits, Protagoras, Phèdre, etc., Diotime lui parle comme un enfant, donc lui raconte un mythe, le mythe de la naissance d'Eros. Elle est obligée de passer par là pour mettre dans les bonnes dispositions Socrate. Diotime, qui est-ce?
Diotim, c'est une hiérophante. Je vais vous expliquer. Hiérophante, c'est qui porte la chose sacrée. Hieros, c'est saint, sacré, et fant, fanto, pardon, ça veut dire porter. La hiérophante est donc une personne qui montre le sacré. En fait, Diotim, cette personne est relative au mystère d'Éleusis. Les mystères d'Éleusis, ce sont des rites initiatiques ésotériques. Je vais vous expliquer chacun des termes que j'ai utilisés, c'est très important pour la suite. Je vais vulgariser un peu les termes parce que c'est une question très compliquée, mais je vais les définir pour que vous soyez capable de comprendre le vrai message du banquet de Platon. L'initiation, on pourrait le définir comme une voie rigoureuse, avec des étapes, dans le mystère de l'Égyptien la 6, pour permettre d'arriver à un véritable savoir qui est considéré d'ordre divin. Et dans l'initiation, il y a 5 étapes. Une aptitude individuelle, que là, comme je vous l'ai dit, Diotime débloque en racontant un mythe pour permettre à Socrate de recevoir le savoir. Un rattachement à une tradition ancestrale. Diotime fait partie des mystères de Zis qui sont, comment vous dire, je ne pourrais même pas vous expliquer à quel point ils sont vieux, ces mystères. Pour vous dire que c'est ancestral, ils sont là depuis que les Grecs existent. Euh, qui est composé d'épreuves. Donc d'épreuves, ce sont les 6 étapes du mystère de Zis. Et il y a donc une autre étape, c'est l'illumination ou l'initiation virtuelle. Donc en somme, on présente le dernier message, le secret divin, si on veut, le savoir ultime à l'initié, et l'initié reçoit ce qu'on appelle une initiation virtuelle, c'est-à-dire qu'il a fait toutes les étapes. Sauf que, dernière étape, il doit concrétiser cette initiation et la rendre propre à lui. C'est l'initiation intérieure, c'est en fait ce qui va se passer après le banquet dans notre cas, c'est-à-dire que le banquet n'est pas le lieu de la philosophie, c'est le lieu de la préparation à la philosophie, donc de l'initiation virtuelle, et après le banquet, c'est le lieu de la véritable initiation lorsqu'on philosophe vraiment. Et donc là, vous avez une définition de l'initiation plutôt satisfaisante pour aujourd'hui. Et cette initiation se met dans un cadre ésotérique, pardon. L'ésotérisme, on pourrait le définir comme l'aspect intérieur d'une religion, si vous voulez, c'est-à-dire un aspect qui est réservé à des initiés et qui donne le véritable sens des pratiques religieuses exotériques, donc les prières, etc., et qui permet d'accéder toujours à un savoir supérieur d'ordre divin au véritable savoir. Donc, Socrate reçoit un savoir d'une hiérophante. La hiérophante, c'est celle qui montre en fait les objets. À chaque étape du mystère de l'Ulysse, on montre un objet qui est censé mettre en illumination l'initié. Et en fait, Diotime, elle est cette prêtresse qui montre l'objet. Donc elle a un rôle très important, pardon, qui est le rôle de l'initiatrice. Elle initie Socrate. Donc, elle lui rappelle d'abord qu'il ne sait rien. Ensuite, elle utilise le mythe, comme je l'ai dit, pour arriver à la vérité. Et ce mythe permet de présenter Eros comme une figure de celui qui recherche le savoir, une figure de celui qui est initié. Ensuite, Socrate, comme je vous l'ai dit, il est un peu un intrus dans ce banquet. Et je vais vous expliquer pourquoi ça va avoir une importance pour la suite. Socrate, c'est le seul pauvre parmi les riches. C'est le seul qui prétend ne pas savoir. C'est le seul qui n'a pas de maître parmi tous. Je dis bien tous, sauf Apollodore, pardon, sauf Aristophane, pardon, qui n'a pas de maître en fait et qui ne sait rien, qui ne prétend pas avoir un savoir établi, etc., etc. Et donc Socrate est déjà un intrus. Et je vous ai dit, à un moment, si vous vous souvenez, Socrate c'est le seul qui banquette vraiment. Pourquoi? Dans le banquet de Platon, dans le récit narratif, à un moment, Alcibiade arrive, déboule comme ça, très bourré, et commence à faire un drame satirique. Je vais vous expliquer ensuite son importance. Avant Alcibiade, personne ne boit. Pardon. En effet, ils prétendent tous avoir trop bu la veille, du coup, ils ne boivent aucune goutte. Et après Alcibiade, ils se murgent, ils se défontent la gueule, pardon, ils prennent une énorme murge, ils boivent comme des trous. Et ça, c'est pas bon non plus. Pourquoi? Le banquet est dans le juste milieu. Je vous l'ai dit, c'est l'harmonie, la concorde, le respect. Donc, pas assez de vin, c'est pas bon. Parce qu'on ne peut pas placer le banquet sous Dionysos, une divinité, sous la protection divine, sans vin. Ensuite, quand il y a trop de vin, on est bourré, hein, forcément, et on n'est pas lucide et on ne peut pas être dans la concorde. Socrate, c'est le seul qui est sobre et qui en même temps boit.
En fait, il arrive à boire 2,3 litres de vin, réellement, d'un coup sec, un vin qui sort de cuvée, sans être bourré, en restant sobre, droit, avec une descente incroyable. Pourquoi 2,3 litres? Ça, c'est un objet d'étude qui est encore en questionnement, mais on peut dire juste que ici, Socrate boit des quantités incroyables, donc est dans la passion de Dionysos, tout en étant sobre, c'est-à-dire qu'il est dans la mesure et dans la concorde. Donc Socrate est le seul qui banquette réellement, et c'est un intrus dans ce banquet. Et comme il banquette réellement, qu'est-ce qu'il fait? Il s'approche, comme je vous l'ai dit mardi, de ce moment du banquet où, lorsqu'on est tous d'accord sur une même chose, on commence à créer, on commence à rechercher des savoirs par la stimulation intellectuelle qu'apportent les poètes et les petites devinettes, les petites aphories qui n'ont pas de réponse mais qui permettent des développements rhétoriques incroyables. Donc Socrate, en fait, est le seul qui sait vraiment parce qu'il ne sait rien et parce qu'il recherche le savoir. Et lorsqu'Alcibiade arrive et déboule, tout bourré, il raconte comment il a voulu essayer de séduire euh, notre cher, notre cher Socrate. Et il explique qu'il n'y a jamais arrivé, etc. En fait, il fait déjà un drame satirique. euh, donc, c'est une parodie de drame, voilà, c'est une action qui a pour but la satire. Et il parle de Socrate comme une petite figurine, un petit démon comme ça, qu'on ouvrirait et on trouverait de l'or dedans. Là, il faut voir clairement la, la satire de ce qu'est vraiment le rôle de Diotime, c'est-à-dire présenter, comme je vous l'ai dit, des objets sacrés pour rentrer dans l'illumination, dans l'accès au véritable savoir, tout ce qui est ésotérique, tout ce que je vous ai expliqué. En fait, Diotime passe par montrer des objets, des réels objets concrets. Et en fait, Socrate devient un de ces objets. Donc ça veut dire quoi? Socrate est un initié qui initie les autres, parce que on montre Socrate. Dans ce banquet, il est un intrus, donc on le voit tous, tout le monde le voit, pardon, tout le monde le remarque, tout le monde est impressionné, malgré le fait qu'il ne sache rien, soi-disant. On montre Socrate comme un objet d'initiation, et un objet qui permet l'initiation. Et tous ensuite vont être illuminés et vont passer à un autre stade de l'initiation. Donc, c'est une référence, en fait, au mystère d'Éleusis, qui est très clair et qui est indéniable. Et tout cela se fait dans un jeu théâtral, puisque Alcibiade utilise, comme je vous l'ai dit, le drame satirique. Le théâtre est le lieu privilégié de l'initiation, c'est le lieu de Dionysos. Pourquoi, dans ce banquet, le théâtre est important? Les deux personnes qui sont à l'origine du banquet, enfin la personne qui est à l'origine du banquet et les deux personnes qui vont rester éveillées jusqu'à la fin, c'est Agathon et notre cher Aristophane. Agathon, c'est un tragédien. Aristophane, c'est un comédien. Et en fait, ça place déjà le banquet sous l'égide du théâtre. Lorsque tous les convives vont dormir, lorsque ça va être la fin du banquet, Apollodore nous rapporte que Socrate va se placer entre Aristophane et Agathon pour les convaincre que être un bon tragédien, c'est être un bon comédien et vice-versa. Ce récit-là, de philosophie sur la question du théâtre, ne va pas être apporté par Apollodore, pour montrer que le banquet n'est pas le lieu de la philosophie, mais le lieu de la recherche de qu'est-ce que le savoir et de l'initiation à la philosophie. Donc en fait, de l'initiation à chercher le savoir. Donc on ne veut pas apprendre quelque chose, on veut apprendre à apprendre quelque chose. Et le théâtre est le lieu privilégié du coup de l'initiation, car ce banquet est placé du début jusqu'à la fin sous l'égide du théâtre et donc sous l'égide chez les Grecs de Dionysos. Dionysos, notamment, dieu du vin, sous lequel on place le banquet, sous l'égide duquel on place le banquet. Ce banquet est donc doublement béni par Dionysos. Dionysos qui protège le théâtre, qui protège le banquet, et qui aussi qui protège les mystères, puisqu'il y a aussi les mystères de Dionysos qui sont très réputés, qui sont analogues aux mystères d'Éleusis. Donc il est triplement là. Ce banquet est à 3 niveaux, protégé par un dieu. Et en plus, ce banquet parle d'une figure divine, qui est Eros. Eros, comme je vous l'ai dit, voilà, je vous ai expliqué durant cet exposé, qui est la divinité philosophe, en fait. Donc, pour conclure, pour essayer de réunir toutes les informations que je vous ai données, le banquet est choisi par Platon comme lieu littéraire parce que c'est un lieu qui est béni par un dieu, Dionysos, qui, dans sa concorde, permet la recherche du savoir et permet un questionnement sur le savoir. Cependant, ce lieu est remis en cause parce que aucun ne banquette, comme je vous l'ai dit, sauf Socrate, et
que parce que Socrate est le seul à avoir voté, Socrate peut passer une initiation à la philosophie. Le banquier a donc pour rôle de définir, littéraire, hein, pour rôle de définir le savoir, ce que c'est que savoir, en reniant d'abord les prétendus savants, Phèdre, Pausanias, Eryximach, en arborant les véritables savants, Aristophane qui est habité par un dieu, en montrant que le véritable savoir, c'est d'abord être habité par un dieu, et ensuite en présentant une solution qui est l'initiation que représente Socrate. Que, du coup, ce banquet nous permet en fait de définir ce qu'est le vrai philosophe, donc cet héros qui est entre l'ignorant et le savant, qui cherche toujours à savoir, qui ne prétend jamais avoir un savoir, et par lequel un savoir transcendant passe. Le savoir divin, le Saint-Esprit, si vous voulez, passe à travers lui, lui communique des choses, et il ne possède rien, puisqu'il est un lieu de passage de choses vertueuses et divines. Le contexte du banquet permet donc de définir cette philosophie qui est en fait, dans la tradition grecque, comme le montre ce banquet Platon, quelque chose qui est éminemment initiatique, voire ésotérique, qui est relié au mystère d'Éleusis par Diotime. Ça nous permet, qu'est-ce qu'on peut en retenir en fait de ce banquet sur la question de la philosophie et sur la question de la philosophie contemporaine? C'est qu'en fait, les philosophes contemporains qui prétendent avoir des savoirs établis en répétant des récits de maîtres, Kant, Hegel, Marx, Lévinas et consorts, ne sont rien, ne sont que comme ces Phèdre, Pausanias et Eryximach qui répètent des discours comme des perroquets en les adaptant à leur sauce. Nous devons être des Apollodores face à eux, nous devons les singer et nous devons nous placer, si nous voulons nous prétendre philosophes, si quelques-uns d'entre vous se prétendent philosophes, donc amoureux de savoir, dans la recherche de savoir perpétuel, nous placer dans une tradition, puisque là, c'est placé sous la tradition des mystères d'Éleusis, et dans une initiation à chercher le savoir continuellement sans jamais prétendre en détenir un. En somme, aujourd'hui, la philosophie, mis à part quelques cas exceptionnels, n'est pas vraiment de la philosophie, mais c'est bien ce que font Phèdre, Pausanias et Eryximach, répéter des savoirs établis. Ils ne recherchent pas les savoirs, ils se prétendent savants. Quelle est notre réaction? Quelle réaction devons-nous avoir face à ces philosophes qui sont en fait des savants, dans le sens du banquet? Nous devons faire comme Socrate. Et nous devons faire comme Aristophane. Nous devons prétendre qu'ils savent. Nous devons leur laisser, comme une viande, le savoir dans leur bouche. Et nous devons, nous, quant à nous, si nous voulons prétendre quelque chose, rechercher le savoir comme Eros, toujours être en manque de savoir pour pouvoir l'avoir et toujours nous placer vers le savoir d'ordre divin. Puisque, que ce soit Aristophane, que ce soit Apollodore ou que ce soit Socrate, ils sont tous traversés par des dieux dans ce récit. J'espère avoir été assez clair dans cette présentation parce que c'est la fin. J'espère avoir été clair parce que c'était beaucoup plus difficile que la dernière fois. Ce sont des sujets très littéraires et très qui peuvent paraître très évasifs, donc c'est beaucoup plus difficile d'intéresser et d'être clair. J'espère avoir eu un discours limpide. S'il y a le moindre souci sur quelques définitions, je peux répéter, il n'y a aucun souci.